Alors, nous sommes méthodologie. Ce que nous faisons est la dissertation. Dans la dissertation, je vais vite, hein. Je veux dire, ça vous donne un peu d'ailleurs ce qui se passera l'année prochaine. Où que vous alliez, ça ira vite. J'ai déjà fait ça. Oui. Oui. Oui, vous écrivez. Alors, donc, vous avez méthodologie dissertation. Il y a le premier mouvement à faire devant une consigne de dissertation. Ça s'appelle analyse du sujet. D'accord? Donc, c'est le mouvement 0. Dans le cas de l'explication de texte, c'était quoi? Le premier mouvement, c'était quoi? Vous en rappelez pas, c'est pour ça que je vous contrôle. C'était la saisie globale. D'accord? J'avais dit que c'était un exercice de lecture. Et puis, j'avais dit saisie globale. En 4 points. Donc là, ce n'est pas la saisie globale, c'est l'analyse du sujet. D'accord? Analyse du sujet. Alors, c'est quoi le sujet? Qui me répond? C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet dans une disserte? 3, 2, oui? Oui. C'est l'intitulé. D'accord? C'est l'intitulé. Alors, nous allons voir maintenant, on doit mener l'analyse du sujet. Alors, ce que nous, maintenant, considérons est que vous avez, comme on l'avait dit, la feuille bac, d'accord? Vous avez les sujets 1, vous avez les sujets 2, et vous avez le texte. N'est-ce pas, gamin? Vous avez le texte. D'accord? C'est-à-dire que vous avez un petit propos, un petit propos, et un ensemble des propos. Or, cela, comme, disons, vous met en présence du moment du trac par définition. C'est-à-dire que vous devez déplier la feuille. Une fois que vous avez déplié la feuille, c'est votre œil qui va se confronter à ce qui est écrit ici, ici, ici. Donc cela revient à dire que le premier mouvement dans les deux cas, disserte et explication de texte, revient en une seule activité, c'est la lecture. Ok? C'est la lecture. Dans le cas de la dissertation, c'est la lecture d'un sujet. Dans le cas donc, de ce qu'il faut faire est de faire l'analyse. D'accord? Or, il y a un mouvement 0,1 qui définit, comment dire, le raté ou le succès dans votre dissertation. Voilà ce qui doit se passer ici. Pour l'instant, ce que je vais faire est résumer ce que j'avais déjà fait, c'est-à-dire vous montrer, et ça, en tout cas, c'était clair, l'homogénéité, l'identité finalement des choses qu'il faut faire dans les deux cas. Dans le premier cas, je vais clairement montrer, vous avez le texte. Le texte qui est d'un auteur. Donc, vous avez le texte qui fait sans tout suivre, voilà, des lignes. Et nous avons clairement dit, je m'en souviens très bien, d'ailleurs c'est filmé, que vous tous étiez d'accord que le premier mouvement, le cœur même d'une lecture, comment dire, efficace du texte, n'est même pas la saisie de la thèse, car saisir la thèse, c'est un peu comme avoir la solution de l'équation à la calculette. Encore faut-il que vous sachiez justifier l'arrivée à la solution dans le cas des maths. Vous me suivez? Ça va? Sinon, finalement, vous pouvez trouver une phrase, vous dites c'est la thèse. Oui, d'accord, vous avez trouvé, vous avez deviné, mais l'exercice n'est pas là. L'exercice, c'est plutôt dégager quoi? En effet, parvenir à dégager non pas seulement la thèse, mais bien le problème. D'accord? C'est-à-dire cette fameuse question, la question Hamlet, d'accord? Deux possibilités également viables qui fait problème. Et donc ça se discute. D'accord? Donc ce que vous faites est parvenir à un problème dans le cas du texte. C'est les premiers 3 moments de la preuve. Vous me suivez, ça va? Oui. C'est les premiers 3 moments. Vous dites alors le problème se pose, et donc la thèse est la réponse de l'auteur. Or là, ce que donc idéalement vous avez fait, est ramener le texte à un problème, et donc finalement lui donner un intitulé. C'est-à-dire que finalement,
le correcteur verra si vous êtes arrivé à choper le titre de ce texte. Car une fois que vous avez déterminé toutes les parties du texte, vous êtes d'accord, c'est une dissertation, c'est-à-dire une suite de paragraphes qui mène à la thèse. Ça, c'est une dissertation. Une suite de paragraphes qui mène à la réponse au problème. Donc, le texte est une dissertation faite comme ça. Je prends le texte, je détermine le problème et j'établis des passages pour arriver à la thèse. Ok? Or, qu'est-ce qui se passe dans la dissertation? C'est la même chose. C'est-à-dire que je commence, justement, je fais quoi? J'ai, comme on l'a vu, comme on le voit, je commence par un intitulé, j'ai devant les yeux, je le lis, et entre 0 et 1, je fais l'analyse du sujet. Et ce qui se passe dans 1 est que je parviens enfin à formuler le problème, la fameuse problématique. D'accord? Formulation du problème. D'accord? Donc, le premier mouvement est que je transforme l'intitulé du sujet en problème. Ça s'appelle la réformulation. Ce n'est pas du tout une paraphrase, c'est le fait que j'ai raisonné sur le sujet et à partir de ma réflexion sur le sujet, je suis parvenu à formuler un problème, c'est-à-dire, comme on l'a vu, des questions qui doivent mener une discussion, puisque ce n'est pas décidé dès le départ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, donc, justement, j'ai un intitulé, je suis arrivé au problème. Une fois que je suis arrivé au problème, évidemment, je fais la même chose. C'est-à-dire que ce qui va se passer est que je fais mon texte, c'est-à-dire ma dissertation. Ok? Mon texte. Ok? Là. Je mets ici. Alors là, ok? Mon texte. Donc, vous voyez bien que ceci est la disserte. Ceci est l'explication du texte. Et que le mouvement est tout simplement de polarité inversée. Et c'est le même mouvement. C'est le même. Or, je ne suis pas sûr que vous sachiez me dire de quel mouvement s'agit-il au juste. Donc, je pars d'une lecture et je dégage dans ce cas ce mouvement, dans le cas cet autre mouvement. C'est quoi la racine de ce mouvement? C'est quoi? Je l'appelle comment cet exercice que je dois faire? Je lis, d'accord, puis j'analyse. Mais quel est le nom? J'avais donné le nom. Dites-moi. Oui? L'interprète. C'est ça. Et donc, on va voir en quel sens l'interprétation. Donc, c'est quoi? C'est en effet que, finalement, je lis le texte et ce qui va se passer est qu'à partir de peu de mots, de 2-3 mots, ça engendre toute une plante. D'accord? Or, c'est quoi cette plante? Si je vous dis qu'un problème se dit comme ça, le problème, c'est quoi? D'un côté, A, ok, de l'autre, non A. Ça, en logique, c'est non. Hein, ok, c'est la négation. Non A. Ok? Or, ça donne quoi, A et non A? Ça donne quoi? C'est quoi, A et non A? Oui. Oui, mais tout d'abord, ça c'est déjà évolué. Oui. Oui, je sais, mais c'est écrit. Oui, donc ce qu'il faut répondre à ce que. Alors, je vous dis, qu'est-ce que ça donne? 1 moins 1. Ça donne quoi? 0. Or, lorsque tu te déplaces des quantités numériques, des quantités nombrantes à des symboles logiques, ça donne une pure et simple contradiction. C'est-à-dire rien du tout. Ça, c'est 0. Là, c'est néant.
Car tu ne peux pas dire il fait été et il fait l'hiver. Non, c'est contradictoire. Donc, la contradiction est stérile. La contradiction est stérile. Mais nous avons une possibilité de nous en sortir. C'est-à-dire sortir d'où? Des naturels. Là, il faut les relatifs. Puisque vous auriez à me dire, oui, d'accord, mais c'est vrai si on n'est pas dans l'ensemble des naturels. Sinon, on ne sait rien du tout. Or, il y a une possibilité, c'est-à-dire que quelqu'un vient ici et je dis, ça va? Et vous me dites, ah oui, ça va merveilleux. Et je vous dis, mais pourquoi c'est merveilleux? C'est l'hiver, ça fait sombre, on est masqué, c'est tout pourri. Vous me dites, oui, c'est vrai, c'est hiver, mais pour moi, c'est le printemps. C'est pas hiver. Alors, je comprends que vous avez changé le sens des mots. Vous me parlez d'une saison antérieure, parce que je ne sais pas, vous avez compris votre bien-aimé, je ne sais pas. Et dans ce cas, j'ai changé le sens. Donc, c'est quoi un problème et une dissertation? C'est s'extirper de la contradiction pour envisager un autre sens. Donc, lorsque vous avez une dissertation, vous avez toujours d'un côté, c'est-à-dire dans un sens, et dans un autre sens. Donc, ça vous donne quoi? C'est quoi une dissertation? Une dissertation, c'est un arbre, comme on l'avait vu. C'est-à-dire que j'ai ici, à la base, j'ai une graine. La graine, ce sont les mots de l'intitulé. D'accord? Intitulé. Ça, c'est la graine. D'accord? Or, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous avez parcouru le tronc qui est ça, vous avez rassemblé, d'accord? Vous avez réfléchi, et ça a donné quoi? Ça a donné une multiplication de sens. Dans un sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Tout sens choisi, c'est un petit paragraphe. C'est-à-dire que là, il y a une seule loi de production d'une dissertation. C'est un voyage dans le sens des mots. Car on ne peut pas tout simplement dire non, et que ce qu'on vient de dire reste toutefois possible si on est dans le même sens. C'est tout simplement contradictoire. Et je vous assure, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas compris ce que c'est que finalement penser, disserter, et très souvent, on me sort des simples contradictions. C'est-à-dire, d'un côté c'est noir, de l'autre c'est blanc. Et alors, c'est contradictoire. Tandis que non, ce qu'il s'agit de faire est plutôt simple. Vous avez quoi? Vous avez que toute dissertation est un voyage. Par branche, donc vous avez un paragraphe, un autre paragraphe, un autre paragraphe. D'accord? Selon la façon dont vous voyagez, regardez, envisagez les mêmes mots. Donc, c'est un voyage de interprétation. Oui, j'arrive. De interprétation du sens des mots. Oui. Ça veut dire que dans l'explication de texte, on va expliquer la thèse, et dans la disserte, on va donner la thèse, l'antithèse, et dans notre développement, on va parler d'autres choses que nous, on aura choisi. Non, finalement, ce qui est dit est tout simplement chaotique. C'est très simple. Ça correspond précisément. Dans la dissertation, ce que tu vas faire est établir ta thèse. C'est-à-dire, dans l'explication de texte, ce que tu fais est le problème est, d'un côté c'est ça, de l'autre c'est ça, et cette thèse est celle de l'auteur. Je vous montre comment il l'établit. De même, dans la dissertation, tu vas formuler le problème et tu vas ensuite aboutir à ta propre réponse. C'est la thèse. C'est tout. Donc, ce que tu fais. Il n'y en a pas trois, c'est juste nous, on en donne deux parce qu'on a interprété deux voies possibles et on va en expliquer une. Non, oui, non, mais ce que tu fais là, eh bien, c'est finalement qu'on ne l'a pas vu concrètement, sinon tu ne le ferais pas.
et penser que l'antithèse, disons le problème initial, te donne par définition 2 paragraphes. C'est non. Ce que tu vas faire est plutôt déployer par passage, par pas successif, une argumentation. Donc, idéalement, ça peut te donner 5 paragraphes. Je dis idéalement, car au lycée, si vous avez vraiment la plume, c'est très bien. Hein. On adore ça. Je veux dire, une argumentation. Moi, par exemple, lorsque j'ai eu le concours, j'avais fait 5 parties. 5. Parce que tu passes d'une perspective à l'autre et tu suis un fil. Tu suis un fil d'une argumentation qui voyage, qui envisage, qui se positionne. Donc, qui, comme Thomas le dit, nuance. D'accord? Nuance. Et donc, on va changer des géométries. Là, c'est son plan, mais si nous interprétons cette surface comme la surface d'une sphère, on la voit différemment. Et donc, tu vas faire voyager les sens que tu donnes. Donc, à partir d'un problème, tu auras toujours cette tête, oui ou non. Tu vas établir ta propre thèse comme réponse dans les passages que tu veux. D'accord? Mais pourquoi c'est toujours la même chose? Je formule un problème et j'ai établi par pas successif la thèse. C'est pas successif, c'est toujours, vous voyez, dans les sens. Non, mais c'est que je me disais que ce qu'on mettait dans la dissertation, ça serait la même chose que ce qu'on mettait dans l'explication de test, question de composition. Oui, précisément, absolument. Là, pourtant, dans l'explication de texte, on va expliquer thème par thème. Non, pas thème, par terme. On va choisir des groupes de sens et on va faire des paragraphes dessus. Oui. Mais tout ça, ils vont relier à la thèse de l'auteur. Oui. Et toi aussi, c'est la même chose. Alors que dans la dissertation, on pourrait développer thèse à la suite dans les paragraphes. Non, pas du tout. Non. Ce que je dis est que tu as le problème, mais après on va le voir. Hein. Ce qui se passe là est que tu as le problème et tu as A ou non A. D'accord? C'est la tête Hamlet. Tu as ou non A. Or, ce que tu vas dire est que, à ton avis, c'est A. Donc, ce que tu vas faire est destiner ce qui va se passer à A. Tu vas établir que la réponse est A. Et tu vas l'établir par une suite de paragraphes qui parviennent à établir A. Mais cette suite est N. Ça peut être n'importe quel nombre de paragraphes. C'est une discussion. Donc, il y a une liberté. Oui. Vous pouvez juste expliquer vite pourquoi TH est poussière de H. Pardon? Pourquoi TH est poussière de H? C'est juste ça. Pourquoi? Ah, ok. Je vois oui. Thèse, pas TH. Non, c'est pas théâtre, ça c'est non. C'est les noms logiques. Les symboles comme ça, c'est la négation en logique formelle. Donc c'est non-A. Ok. Donc A et non-A, c'est le néant, c'est pas le zéro. Souvent, ça revient à rien. Il fait chaud, il fait froid. Donc soit tu es en train de parler des frissons d'amour, alors il fait chaud, il fait froid, soit c'est rien du tout. Donc il faut que tu donnes un sens au mot. Oui. Dans une dissertation, il n'y a pas de texte à côté, c'est juste un intitulé. Absolument, c'est totalement paumé. Mais grave paumé. C'est pour cela que je fais tout ça. Ça fait 20 ans que je m'occupe des adolescents paumés face à ça. Et ça va très loin. Cet endroit où on est paumé, c'est l'endroit le plus important de l'univers. Hein. Je vous assure. Car c'est vous-même, c'est votre cœur, c'est votre compréhension du monde, c'est votre voix. Alors, cela dit, une fois qu'on a dit ça, ce que j'avais fait est quoi? C'est que lorsque, en effet, je produis une interprétation, l'interprétation me donne un acte de compréhension. Ok? C'est-à-dire, si je comprends ces mots de telle façon, ça va donner ça. Donc, la dissertation se fonde sur un acte de compréhension. Comment je comprends la question? Comment je la comprends? Et donc, c'est une interprétation qui me donne une compréhension
Je me donne une compréhension. C'est ça. Je commence par comprendre. Or, cette démarche de compréhension suit un chemin que je vous ai déjà montré, je vous le remontre, et j'ai utilisé la conceptualité de Piaget. D'accord? Donc, est-ce que je dois vous réexpliquer ce que c'est que la voie phonologique, où c'est fait, où ça va? Oui? Alors, vous avez l'œil qui se projette sur un symbole d'écriture. Ça, c'est la lecture. D'accord? Alors, comme ce que nous allons faire est passer du yoga que vous avez eu le bonheur de me proposer à ceci, on va voir comment ce yoga va nous aider. En tout cas, on peut aussi ne pas l'appeler yoga, mais c'est un temps de yoga. Simplement, on ne l'appelle pas comme ça, mais c'est du yoga. Soit vous faites, soit c'est mort. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, ce qui s'est passé, je vais parler de la voie phonologique. Alors, la voie phonologique, c'est quoi? C'est le texte, vous le lisiez pour mercredi. Lire, alors, mercredi, 6, non, c'est quand? C'est 13. Mercredi 13, 11, lire texte 4, neurophilosophie. C'est la voie phonologique. Vous l'avez dans vos textes. Voie phonologique. Or, ça veut dire quoi? Phonos, phonème. En réalité, pas phonos. Ça veut dire quoi? Phonème. Vous savez? Phonème. Phonétique. Oui? Oui, on dit que c'est son, mais on a tort. Donc, c'est, si tu veux, c'est le son, mais plus exactement, c'est la voix. La phonème et la voix. D'accord? Donc, la voix phonologique est la voix. Donc, les sons, dans les sens du son d'une voix. Comment? Non, c'est pas un pléonasme, mais c'est tout un truc que j'ai fait le projet pour le rectorat. Incarner sa voix pour affronter sa voix. Alors, donc, là, c'est quoi la voie phonologique? C'est la chose suivante. Ça s'appelle voie phonologique car il s'agit de neurones, de cervelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que soit je suis amazonien, soit je suis allemand ou japonais. Si mes yeux se posent sur un arbre, ils voient un arbre, puisque tout le monde reconnaît des yeux une image visuelle. Donc l'image visuelle, une fois perçue, est suffisante. Je comprends, il y en a. D'accord? Donc les panneaux des signalisations routières ont toujours des images visuelles. L'image visuelle, elle est suffisante. Si toutefois, Jules, j'écris comme ça, tu arrêtes de voir ce que moi je vois, parce que moi je connais les Grecs anciens. D'accord? Ça signifie arbre. D'accord? Donc ce que je fais est écrire arbre. Et là tu comprends. Or, tu vois, il y a une différence totale entre cette perception et cette perception. Ici, tu dois avoir appris à lire. Ça veut dire quoi, appris à lire? Ça veut dire que dès que je trace ceci, c'est rien, ça peut être, je ne sais pas, il y a la neige, il y a le ski, et c'est une montagne. Tandis que là, magie, je vais comme ça, et ça sonne. C'est-à-dire qu'une lettre n'est pas que un perçu visuel, c'est un perçu auditif. Ça se entend par les oreilles. C'est un son. Et en effet, qu'est-ce qui s'est passé? Que vous étiez en cours primaire et l'instit, c'est-à-dire mon prédécesseur, vous disait ceci, si vous étiez en Grèce, ça serait ça, si vous étiez ailleurs, ça serait autre chose. Ça n'a aucune importance, cette image. C'est qu'on vous a collé par association piagétienne, par association, on a collé un son à une image. Donc ça sonne, l'image. Savoir lire signifie quoi? Signifie que tu
en effet, perçoit cet objet de vision, cet objet de vision sonne, véhicule un son. Bon, arrêtez. Alors, véhicule un son, produit un son. Or, ce son, il n'y a rien, il n'y a personne qui parle. Vous êtes d'accord? Donc, ce qui se passe en réalité est que vous avez un cerveau et que, une fois que l'œil a perçu ça, c'est d'ici que part le message qui frappe les tympans. Il frappe réellement les organes de l'audition. Donc, ce qui se passe est que vous entendez un son. Ok? Une fois que vous avez entendu un son, non, vous arrêtez. Dis-leur quelque chose. Non, mais vous êtes trop précis. Ça, c'est système 1. J'ai engendré sa réaction. Mais c'est quoi? Je n'ai rien fait. Ouais, moi, je n'ai rien fait, j'avais rien dit. D'accord. Alors, son. Ce qui se passe est que, en effet, vous voyez ça, ça dégage un son, c'est la voix phonologique. D'accord? C'est-à-dire, c'est le neurone de l'audition. Neurone, audition, qui frappe les oreilles. Ce qui se passe est que, depuis l'oreille, ça revient à l'œil, ça fait comme ça va ici, et vous avez l'interprétation. C'est-à-dire que la lecture d'un mot se fait grâce à la collaboration de la vision et de l'audition. Ça, c'est la voix phonologique à côté de la voix visuelle. D'accord? Donc, lecture égale vision plus audition. Et en effet, d'où viennent les ratés de la lecture? C'est que vous avez mal lu, mal vu le texte, car vous êtes absolument bourré de préjugés de lecture. Donc, vous attendez à certaines choses et vous lisez mal, car dans vos oreilles, ça retentit d'autres choses qui ne sont pas écrites. Oui. Donc, il faut faire le silence du yoga. Absolument. Voilà. Oui, absolument. Comment? Pas 18. Désormais, ça fera une époque de l'éducation nationale. Oui. Mais du coup, un système 2 ne peut jamais se tromper quand même, parce qu'il n'applique pas les préjugés. Absolument. D'accord, c'est génial. Bah, il ne peut pas mal juger. Tout est là. Donc, ce sont des questions profondissimes. Considérez que, par exemple, le livre de Olivier Houdet, qui est un psychoneurologue actuel, donc, je le cite dans le texte 4, Olivier Houdet, oui, dans ces textes de neurophilo, je le cite, donc Olivier Houdet, qui est un psychoneurologue de ces histoires-là, tient à souligner une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que finalement, lorsqu'on a découvert le système 1, on s'est dit, on est mort là. L'être humain ne peut pas s'en sortir, il se trompe. Toujours. Mais ce qu'on a vu est que finalement, Descartes, heureusement, a ses raisons. C'est-à-dire que finalement, lorsque, en effet, il y a la possibilité, et ça s'appelle yoga, en effet, on peut réellement calmer, apaiser la réaction, qui est toujours une réaction fluiditive. Ça tout. Le système 1 est quelqu'un qui commence à crier. C'est ça son identité. Il crie. Vous entendez des voix. D'accord? Il se rebelle, il dit ça n'importe quoi, il commence à crier. Vous avez une image de ça dans Matrix 3, lorsque Neo arrive face à l'architecte. Vous voyez le dialogue entre Neo et l'architecte? Bon, vous ne pouvez pas rater l'essentiel. Hein. Mais justement, tu ne peux pas rater l'essentiel. Monsieur, le 2 et 3, c'est pas même pas terrible par rapport au premier. Je n'ai pas compris. Le 2 et 3, c'est pas même pas terrible par rapport au premier. Oui, le premier est pur, c'est vrai, absolument. Mais le dialogue entre lui et l'architecte, c'est très intéressant. Il dit des choses très pertinentes scientifiquement. Et lorsque il y a l'interaction entre lui et l'architecte,
ce qu'on voit est qu'il y a un ion et il y a plein d'écrans. Non, mais vous arrêtez. Duncan, tu te mets là, mais tout de suite tu objectes pas. Maintenant, tu objectes pas. Je te dis, tu objectes pas. Là. Là, vas-y. Il était en train de m'expliquer. Oui, oui. Vas-y. Alors, ce qu'on voit est qu'il parle avec l'architecte et entre-temps, il y a des écrans. Et sur ces écrans, il se fâche, il insulte, etc. Et c'est ce qui se passe en effet. C'est-à-dire que lorsque vous vous confrontez à ça, et que vous n'êtes pas entraîné du tout, le jour du bac, ça va crier, mais très fort là-dedans. Et ça va tout brouiller. Là, c'est l'histoire de la France. Non, on m'a fait l'abrégé l'histoire de France. Avec un peu d'église catholique dedans. Non, je vous raconte. Est-ce que vous connaissez la chartreuse de Parme de Stendhal? Comment? Je sais pas que vous dites. Non, mais c'est un peu en France, si, parce que c'est entre la France et Waterloo. En tout cas, il y a, lorsque, en effet, ils sont amoureux, lui, c'est-à-dire Fabrizio del Dongo et Celia, l'italienne, mais ils sont catholiques. Et donc, le prêtre leur dit, il ne faut pas que vous voyiez avant le mariage. Et donc, en gros, ils baissent au noir. Ça, c'est catholique. Et c'est aussi français. Donc, je dis à Duncan. C'est vrai que dans la chaîne, Tu te déplaces, et Duncan se déplace avec non, mais c'est non. Écoute, c'est. Bon, vous devez me reconnaître que j'ai du sens de l'humour. Donc, alors, je finis ici. Ce qui se passe là est que, donc, tu l'as bien, donc, ce qui t'a dit, si on se calme, on peut se tromper? Non. Non. C'est-à-dire, c'est toute une discussion profondissime qui intéresse sans doute Alexandre, qui est un théoricien comme moi, contemplateur. On ne va pas la faire, cette contemplation. Ce qui est important pour notre usage pratique est que si tu te calmes, tu ne rates pas la dissert. C'est sûr et certain. Le seul doute est si tu chopes la solution de la vérité finale univoque. Mais qu'il faut vraiment faire silence. Tu puisses rater le voyage, la réfraction, non, pas question. C'est comme dire que tu mets une graine dans une terre fertile, tu mets de l'eau, etc. Ça pousse pas, non, ça pousse. D'accord? Bon, fais la vôtre. Alors, ça va, Jules Vernière? Il est là, il n'est pas là. Je ne vais pas encore rentrer. Alors, je disais si donc ça va, Jules. c'est vrai, oui. Non, oui, je vais bien. Si ça va, oui. Si ça va, l'histoire de la voie phonologique. T'as compris là? D'accord? La voie phonologique, c'est qu'on lit avec les oreilles. Or, vous êtes d'accord que, donc, c'est ce que nous avons vu
C'est-à-dire que donc, lorsque tu lis, tu as dans ta tête une bouche qui parle et une oreille qui écoute. D'accord? Alors là, maintenant, ce que nous faisons, résumer ce qu'on avait vu du processus piagétien cybernétique de compréhension du mot. Voilà. Ok. Or, en effet, si... alors, ce qu'on a vu... Quoi? En fait, vous avez été dans la caméra et elle a fait un grand. C'est vrai? Elle était dans la Elle n'a pas tombé? Ah bon? D'accord. Voilà. Ok. Ok. Alors, donc... alors, s'agissant d'un acte de compréhension, d'où se dégagent les sens des mots, ce que nous avions fait, ce que nous allons faire encore, est de voir comment le processus de construction d'une compréhension des mots. Donc on était parti de la naissance au moment zéro, on s'était fait les 2 ans d'apprentissage de la parole, donc ici c'est la naissance, là c'est la compréhension du mot, d'accord? Et on avait dit que celui qui s'occupe de ce processus s'appelle Jean Piaget, qui a écrit un bouquin. Donc, je veux que vous rappeliez ces noms. Ces noms, je vais vous le demander. Jean Piaget, psychologue suisse du XXe siècle. D'accord? Ce psychologue suisse, Jean Piaget, a écrit un livre qui a fait date, qui a fondé, comment dire, l'actuelle psychologie cognitive. Oui, Alexandre? La naissance de l'intelligence. Absolument, c'est ça. Alors, c'est la naissance de l'intelligence. Or, je n'avais pas fait ce petit topo que je vais faire maintenant, la naissance de l'intelligence. Alors, c'était quoi la préoccupation de Piaget? Et pour nous, c'est très important de comprendre. Alors, si nous demandons, si je vous demande, c'est quoi, vous me donnez une définition, d'accord? Donc, vous y réfléchissez, vous me la sortez. C'est quoi l'intelligence? Allez-y, voilà, c'est quoi l'intelligence? Oui? La faculté à raisonner. Faculté de raisonner, d'accord? Alors, puis, quoi encore? Oui? C'est la capacité de comprendre. Capacité de comprendre. Oui, comprendre. En fait, intelligo signifie je comprends. Intelligo, je comprends. Oui? Apprendre de ses erreurs et de corriger. Oui, donc souplesse, capacité d'apprendre. Capacité donc d'apprendre, oui. Flexibilité, oui. Oui, là aussi. Donc, là encore, ça relève de l'habileté, non? Se servir de ces outils, oui. Transmettre. Comment? Transmettre les savoir. Pardon? Transmettre. Transmettre. Alors, donner. Remettre, t'as dit? Non, transmettre. Ah, transmettre. Pourquoi Pourquoi transmettre? Parce qu'on ne peut pas être intelligent, parce que si on le savoir qu'on acquérit durant une vie, si on ne le transmet pas à la génération d'après, on ne peut pas être intelligent. Cette intelligence, Oui. En tout cas, disons comme ça, oui. La faculté, enfin la faculté à raisonner, enfin non. Oui, tu l'as dit. Non, c'est le. Oui. trouver des solutions. Trouver des solutions. Trouver des solutions. Trouver des solutions et faire avec ce qu'on a, non? Des connaissances, des choses. Oui. Admettre qu'on n'est pas. Ah oui, ça c'est la sagesse.
Parfait. Oui, sagesse. Alors, bon, d'accord. Alors, c'était quoi le problème de Piaget? Donc, si vous voyez ces définitions, lorsque Valentin dit raisonner, nous disons comprendre, trouver de solutions, nous envisageons quoi? Alors, je vous suggère que lorsqu'on a un acte d'intelligence, on peut dire qu'on a de l'acuité, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, soit intelligent. Donc, perce, arrive au bout, disons, arrive au cœur du problème. Donc, tu perces, effectivement, tu trouves une solution, tu es créatif, par exemple, mais à travers quoi? À travers une activité préalable, c'est-à-dire que l'intelligence est présente lorsqu'en effet, il y a une pensée réfléchie. Une intelligence se fait dans la réflexion. Alors, je m'explique. Je prends mes clés, distraitement, je mets ici, puis je fais court. Je sors, je dis merde de clés. Et je commence à chercher partout. Je cherche. Je trouve pas. Alors, je reviens, mon épouse m'appelle, je suis stressé, je me dit tu fais quoi? Je cherche les clés. Je n'en trouve pas, je suis très stressé et je n'arrête pas de bouger. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais écoute, calme-toi et réfléchis. Okay? Alors, je dis oui, d'accord. Alors, je me pose, je évite de continuer à me bouger dans le corps, donc à faire au corps ce que mon esprit doit faire. Je réfléchis. Et à un moment, je dis ok? Or, c'est quoi donc l'intelligence aux yeux de tout le monde et de Piaget? C'est ce quelque chose chez l'être humain qui, à un moment, se présente sous la forme suivante. Que le bébé, le nourrisson, ne fait que se bouger, crier partout, chier, pisser, etc. Mais à un bon moment, tu vois qu'il fait une chose qui est pensée avant d'agir. Donc, je fais un exemple. Il fait énormément d'exemples comme ça. C'est quoi? C'est que donc, son enfant, puisqu'il observait ses enfants, cherchait à rentrer un bâton dans son parc. Il y avait des barrières. Donc il cherchait, il n'arrivait pas. À un certain moment, il se pose, il regarde, et fait comme ça. Simplement, il redresse le bâton et ça passe. Donc qu'est-ce qui se passe chez l'homme? Il se passe qu'à un certain moment, tu vois que l'homme arrête d'agir et réfléchit avant d'agir, c'est-à-dire excogite, concote, construit une stratégie à l'aide seulement du mental. D'accord? Il l'a fait dans sa tête, puisqu'il arrête les muscles de son corps. Ok? Et donc il se dit, comment se fait-il que ça se passe comme ça? Comment l'intelligence, c'est-à-dire cette capacité de penser avant d'agir, se met en place? Ok? C'est ça la naissance de l'intelligence. L'intelligence, c'est trouver des solutions non pas pratiques. J'essaie comme ça, à la fin, j'ai trouvé, j'ai mis 1 heure. C'est que j'ai réfléchi, je me dis, alors, j'ai fait ça, je là, 30 secondes, je trouve. J'excogite dans mon esprit. Ça, c'est l'intelligence. Trouver des solutions à un problème que l'on pose, créative, souple, nouvelle, que dans l'intériorité de la pensée. Ça, c'est l'intelligence. En général, tout le monde est d'accord. Piaget s'est demandé comment elle se construit. Alors, il a cherché dans ce qu'on a vu. C'est-à-dire, il a mis en place, vous vous souvenez, Alexandre, ça fait comment ce que je vais faire maintenant? Cette spirale que j'ai montrée. Vous vous rappelez? Vous rappelez ce schéma? Oui. Exact. Il a trouvé la réaction circulaire, et ça s'appelle secondaire. Enfin, pourquoi? Secondaire, parce qu'il y a une réaction circulaire primaire. C'est quoi? Qui fait des pompes? Qui fait des pompes? Toi, tu fais des pompes.
Or, c'est quoi les pompes? C'est réaction circulaire primaire, c'est-à-dire je pompe, et ça, circulairement, me fait grandir, me fait obtenir de la force. Mais c'est un seul organe, c'est le muscle qui fait ça. Tandis que secondaire, c'est lorsque dans la même réaction d'amélioration, tu soudes différents éléments. Ici, c'était secondaire, c'était la phonation et l'audition. Ça, c'est secondaire. Deux éléments. D'accord? Donc, je ne me borne pas à, par exemple, non. En tout cas, il y a beaucoup de cas où nous ne faisons que nourrir une seule faculté. Là, c'est primaire. Là, c'est secondaire. Deux facultés. Ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'il y a quoi? Il y a la maman qui m'aime et me parle. D'accord? Et donc, elle me dit maman. On avait vu quoi? Que la mère a cet enfant qui se borne à gémir, qui n'a pas encore une voix, qui a toutes les voix possibles, car la voix, ça s'acquiert ici, le moment où le mot maman, effectivement, et alors ça aura été le français va sortir, maman, c'est-à-dire comme mot, c'est-à-dire phonation comprise dans son sens, ce qui va se passer est un processus circulaire qui se nourrit de soi-même. C'est-à-dire que donc, l'oreille de l'enfant écoute, la bouche de l'enfant émet le son, et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, il veut imiter sa mère, d'accord? De même, il sourit, de même, il parle. Alors qu'est-ce qui se passe? Que c'est le premier bout de cercle, et donc il dit me et de a. Me, a. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se dit ça va pas. Et de ce fait, le sourd muet n'a pas de voix car il ne peut pas s'entendre. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il a émis M, A. Ce M, A revient ici. Donc c'est circulaire. Et ça s'améliore. Donc, deuxième phase, nous avons dit que, à nouveau, ça s'améliore et ça me donne ma. Et finalement, il s'écoute encore comme ça, et finalement, ça arrive à maman. C'était ça qu'on avait vu. Vous êtes d'accord? Vous me suivez là? Ça va? Ok. Donc là, c'est de la magie magnifique, extraordinaire, c'est un miracle. Car en fait, ça fait une différence abyssale entre ma et maman. Maman, c'est un mot. Or, vous dites, il a compris, il m'a dit maman, il parle, d'accord? Nous avons généré un acte de compréhension. Ok? Donc, c'est maman. Vous voyez comment ça se construit, ces semaines puissantes? C'est, justement, c'est pas que le biceps, c'est le biceps et c'est pas les cheveux, c'est deux choses qui grandissent ensemble. Alors, ce que ça donne est quoi donc? Et le fait que nous avons forgé le larynx et les tympans, d'accord? Nous avons forgé les deux organes de sens. Nous allons vraiment forger. Vous vous souvenez, je vous disais cela à propos de mon accent. J'ai un accent car désormais mon larynx, la chair, le corps, larynx, a été forgé de cette façon-là, activement. Nous forgeons notre corps. Et là, vous avez, dans ce cas, quoi donc? Deux organes de sens. Deux organes de sens. Ok? Or, là, et nous en venons au point central de cette histoire, vous êtes d'accord que lorsqu'on parle, on peut dire plein de bêtises. Donc, parler, ce n'est pas être intelligent. Ça, c'est pas l'intelligence. C'est l'apprentissage de la parole. Oui. Donc, on sait forger les organes des sens et les muscles pour parler. On les a forgés.
Donc c'est corps. Et le corps, maintenant, est que d'un côté, il y a l'oreille, et de l'autre côté, il y a la bouche. Séparés, l'oreille et la bouche. Ok? Dans le corps. Or, comment parlons-nous d'ordinaire? On sait désormais, c'est inutile, j'insiste sur l'histoire de système 1. Vous avez compris ce que c'est le système 1. C'est quoi le système 1? C'est quoi le système 1? Je vous écoute. Oui? Vas-y, Maïwen. Oui? Comment? Oui. Parler sans réfléchir. Donc, pas intelligemment, t'es d'accord. Ok? Alors, ça veut dire quoi? Parler sans réfléchir. Ça veut dire, oui, en automatique. C'est-à-dire, remuer la bouche. C'est-à-dire, c'est de la pratique musculaire. Oui. C'est pas genre par exemple où McDo à la télé, on fait le McDo, c'est pas ça le système? Oui, mais ça c'est une conséquence. C'est-à-dire, tu ne réfléchis pas, tu fais. Mais là, je parle pas parce que je vois la pub. Oui, ça c'est un cas. Oui, dans d'autres cas, ça se traduit différemment. Mais là, ce que nous voulons dire est que lorsque l'enfant a appris à parler, quelle exigence, qu'est-ce qu'il fait? Il veut maman. Donc, il peut prendre le jouet, autrement, il fait maman. C'est-à-dire, c'est une activité pratique, c'est du corps, c'est du réflexe. Ça ne porte pas dans soi la réflexion, tout simplement. C'est la pratique de la parole. Là, Piaget l'appelle intelligence pratique, c'est-à-dire c'est la pratique corporelle de la parole qui n'engage pas aucune réflexion. Donc, Piaget ne dira pas que ici, l'enfant est intelligent. L'enfant est intelligent lorsqu'il pense. Et penser n'est pas remuer sa bouche. N'est pas remuer sa bouche. On l'a pas revu. Alors, s'il vous plaît, c'est le dénouement le plus important. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, tout le monde ne fait que réagir systématiquement avec son corps. Lorsque vous parlez d'ordinaire, faites quoi? Vous réagissez avec la bouche. Aïe, c'est quoi? Est-ce que j'ai réfléchi? Non, je remue la bouche. C'est tout simplement de l'automatisme musculaire. Donc, ce qui se passe est que nos mots sont ce qu'on appelle des schémas moteurs. On ne pense pas, tout simplement, on bouge son corps. Des schémas moteurs. Donc, je m'explique. Là, deux organes de sens. À ce niveau-là, le mot est un schéma moteur. Moteur. C'est-à-dire, je pratique le mot. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai fait du clavier à l'aveugle? Donc, c'est quoi un schéma moteur qui ne comprend pas la compréhension? Oui. Un réflexe. Comment? Un réflexe. Un réflexe. C'est ça, un réflexe. Absolument. Or, faisons l'exemple de taper à l'aveugle. Vous savez, les secrétaires super qui vous regardent, oui, dites-moi, et le tapent. Alors, comment ça se fait? C'est-à-dire, moi, j'ai essayé. J'ai eu pas eu de patience. En tout cas, ce qu'on fait est qu'on te met sur le clavier et c'est comme apprendre à lire. Tu commences et tu dis les lettres B, A, etc. Tu les dis. Et en ce faisant, tu absorbes le clavier. Oui? C'est les muscles qui retiennent. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le moment venu, ça s'automatise dans quel sens précis? Que si vous demandez à une secrétaire qui tape à l'aveugle de vous faire un plan du clavier, c'est-à-dire où est le R
C'est-à-dire, elle ne sait pas transporter les schémas moteurs des lettres sur les doigts à l'intelligence visuelle. Ça passe pas. Elle ne sait pas. Est-ce que vous me comprenez là? C'est la même chose pour les paroles. Pour les paroles. Nous apprenons à parler à l'aveugle. C'est-à-dire que ça sort une parole, ça sort la même parole, mais dans un autre contexte. Et lorsque on te dit, écoute, dis-moi l'essence de ces mots, on ne les trouve pas. Car tout simplement, on a pratiqué le mot comme un schéma moteur. On l'a tout simplement pratiqué. Et lorsqu'on vous dit, bon, réfléchis, vous ne savez pas comment commencer, quoi. Parce que c'est dire à l'enfant, en fait, fais une chose d'intelligence. Alors c'est quoi? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on réfléchit? On l'a vu. On avait vu notre exemple. Notre exemple était que l'enfant, d'accord, l'enfant ici, ça c'est un bébé, et il dit, j'entends parler. J'entends parler. Et nous avons vu qu'entendre, oui. Comment? Écoutez, s'il vous plaît, tu répètes? Absolument. C'est-à-dire que manifestement, s'il vous plaît, manifestement, Manuel, clairement, tu as quelqu'un qui ici naît et de même se dirige vers le lait, de même se dirige vers l'air, de même se dirige vers la voix humaine. S'il y a des chats, il n'apprend pas à miauler. Il sélectionne la voix. Donc il se dit, j'entends parler, j'écoute, une voix vient vers moi, je m'en nourris comme du lait. Pourquoi? Car je vais parler. Donc j'entends parler, je veux parler. Comme je veux parler, j'écoute. Oui. Vous pensez qu'un surprend un bébé et qu'on le fait grandir avec des chats, il va miauler la fin? Non. Impossible. Non. Ça pourrait être marrant. Non. Oui. Oui. Alors, surtout à 16h31, après une journée de dur labeur. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence se produit lorsque, à partir de ce moment, bon, je vous ai perdu là. Ça va? Ok? Quand l'intelligence commence? Lorsqu'en effet, tout cela s'intériorise. On l'a vu. S'intériorise. Et donc, les oreilles et la bouche s'intériorisent et je pense. D'accord? Donc, je suis là. Ok? Là. Et ce qui se passe dans ma tête est que je prends ma bouche, c'est-à-dire j'entends parler, je veux parler. Je prends mes oreilles, c'est-à-dire j'entends parler, j'écoute. Je ramasse mes organes sensoriels au même endroit, c'est-à-dire moi je ne me bouge pas, c'est les yogas, et je pense. C'est-à-dire que je formule ici, j'entends, et ici, qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites les yogas? C'est qu'en même temps, vous parlez, vous avez une bouche et vous avez une oreille. Au même moment. Ça, lorsque je vous dis prononcer le mot, vous le prononcez et vous l'entendez en même temps. Or, qu'est-ce qui va se passer dans... Oui. Comment? Absolument si. On y est même arrivé. On est arrivé où il fallait arriver. C'est-à-dire où? S'il vous plaît. Alors.
on avait fait avec vous cette expérience. Je vous avais demandé une série de mots. Non? Ah non, on l'a fait avec les autres. Alors maintenant, ça devient plus pratique car nous devons comprendre une chose qui est l'essence même de tous nos problèmes. L'essence de nos problèmes est que tout problème philosophique et humain a cette tête-là. A et non A, c'est-à-dire la négation. Sinon, ce n'est pas un problème. C'est l'un et son contraire. D'accord? Non A. C'est-à-dire que vous avez une contradiction. Donc, vous avez, nous allons utiliser deux symboles de polarité. D'accord? A et non. Ok? Maintenant, faisons cette expérience. Si je vous dis, mais ça paraît qu'on l'avait fait. Bon, en tout cas, si je vous dis par exemple, cela veut dire quoi? J'apprends. On l'avait fait. J'apprends. Oui. J'assimile. Alors, j'apprends, j'assimile. Oui. Là, nous sommes au niveau de ce qu'il faut faire à la disserte. Hein. C'est-à-dire que je vais appliquer maintenant ce que je viens de vous montrer. Nous le voyons dans le concret. Alors, d'un côté, vous me dites, j'assimile. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous me dites? Une autre définition d'apprendre. Oui. J'écoute. D'accord? Puis encore? Comment? Observe. D'accord? Puis encore? Oui. Comment? Retenir. D'accord? Oui. Maïwan? Comprendre. D'accord? Oui. Je mange. Non, d'accord, oui, c'est très bien. Je mange. Je dis ce que je veux, je suis capable de me nourrir. C'est-à-dire, je veux dire, c'est j'assimile, non? J'assimile, je me nourris. Oui? Reproduire. Bon, d'accord. Alors, là, ça suffit. Alors, là, maintenant, vous me donnez toute votre attention car nous en venons au point le plus important. C'est-à-dire que vous tous, m'avez produit une seule polarité. C'est-à-dire que là, je dis, c'est la polarité passive. J'apprends, j'assimile, j'écoute. C'est en réception. Réception. Mais je vous dis, je t'apprends. Et là, c'est le contraire. Mais personne ne l'a dit. J'apprends à mes élèves à apprendre. Donc, vous voyez qu'il y a là une polarité, donc non. Ça, pourquoi vous ne l'avez pas sorti? Vous ne l'avez pas sorti car naturellement, nous concentrons notre attention dans une sphère des choses à l'exclusion des autres. Et ça se passe toujours comme ça. Si je descends dans la rue et que je dis à quelqu'un, pardon, c'est où la mairie? Et il me dit, vous devez aller au centre-ville. Et que je lui demande, dans quel sens? Il me dit, là-bas. Il ne me dit pas, dans le sens où, en effet, il faut être décidé dans sa vie. Et alors, vous percez au centre de la ville. Pourquoi? Car il n'a pas compris le mot sens comme signification, mais selon le contexte, c'est-à-dire sa réaction irréfléchie, il a compris direction de la rue. Donc, tout mot porte en soi une multiplicité de sens.
et la multiplicité des sens, les différentes dimensions des sens s'excluent les unes les autres. Et donc, vous portez pour chaque mot des sens, des mots qui s'opposent, s'excluent. Et lorsque il s'agit de réfléchir et qu'on vous dit, d'accord, maintenant, va me dire dans quel sens ce mot se dit, vous devez avoir une force qui est de pure antériorité, c'est-à-dire que vous devez stopper la pratique du mot pour permettre au mot de dégager ces dimensions qui sont toujours exclusives les unes des autres. Il s'exclut l'essence des mots. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est-à-dire à donner au mot la possibilité de signifier une chose et son contraire, vous ne pouvez pas disserter, car la dissertation est dégager tous les sens possibles des mots qui se font la guerre. La dissertation est l'exemple éminent de la politique. Ça s'appelle la dialectique. C'est quoi la dialectique? C'est que, par exemple, Gabin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la politique et la dialectique? Le Parlement. J'entends parler, c'est le Parlement. Ok? Qu'est-ce qu'on fait au Parlement? C'est qu'on a un mot, le mot liberté. Ok? Or, le mot liberté, s'il vous plaît, à présent, disons, il y a un sens qui est fort du mot liberté actuellement, c'est le sens du libérisme. C'est-à-dire que je suis fort, je n'ai pas besoin de règles, donc je m'impose sur les marchés. Comment? C'est pas l'anarchie. Non, je parle du libérisme, c'est-à-dire du fait que je veux une absence d'État, la liberté c'est l'absence de l'État, pour que je puisse librement produire ma puissance d'action économique, les libérer. Ça c'est une interprétation du mot liberté. Une autre interprétation du mot liberté est l'interprétation social-démocratique. Ok? S'il vous plaît. Or, vous êtes d'accord que les guerres se font comme ça. C'est-à-dire, les guerres, c'est toujours quelqu'un qui entend un certain mot d'une façon, tandis que l'autre te dit non, t'as tort. Et plutôt que de se parler et envisager en quel sens ce mot peut avoir des raisons pour être soutenu, on se tape dessus. Mais ça vient toujours de cette structure-là. C'est-à-dire que dans chaque mot, vous avez une multiplicité de sens qui s'excluent. Donc, soit vous savez ce qu'il faut faire là-dedans pour faire en sorte que les différents sens confligeants des mots se présentent, soit vous ne faites pas une analyse du sujet. L'analyse du sujet, en effet, passe par deux activités fondamentales. La première est celle-ci. Donc là, ici, j'ai les prix, j'assimile, j'apprends, j'enseigne. Je transmets. Je transmets. C'est le contraire. C'est le contraire. Ici, notre exemple était j'entends, j'écoute, j'entends, je veux parler. C'est totalement le contraire. Laisse-moi parler. Donc c'est le contraire. Or, tout mot porte en soi une guerre de sens. Et soit on calme son système 1, son corps, ses réactions, ses réflexes, et on comprend ce que cela veut dire réfléchir,
c'est-à-dire se mettre à l'écoute silencieuse des mots du sujet, sans réagir, soit on gaspille les premières 2 heures de bac. C'est pour ça que vous avez eu la grâce de me demander du yoga. Ça, c'est la méthode. Alors, là, oui. On disait souvent que pour la dissertation, il fallait savoir faire des citations et connaître pas mal de... Oui, ça vient après. Écoute, là, nous en sommes au fondement. Alexandre, est-ce que vous arrêtez? Je sais que c'est la fin. Il faut y arriver à la fin. OK? Puisque ça... Tu es vers moi. Alors, non, ça, Gabin, ça vient après. D'accord? Ça vient après. Ce qu'il s'agit de faire est 2 gestes primaires. Le premier, Alexandre. Le premier, dans l'analyse du sujet, est l'exploration. Et là, désormais, vous avez compris, mentale, c'est-à-dire l'écoute attentive et silencieuse des mots pour qu'ils dégagent leur sens. OK? Donc, exploration du sens. Des sens multiples des mots du sujet. Et deuxièmement, ça va avec la détermination des notions au programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous dis, du point de vue du programme, où placeriez-vous un intitulé comme « J'entends parler », ça peut bien tomber en prépa, hein, là c'est sûr. Où vous le placeriez? Vous connaissez le programme de bac? Qui l'a devant soi? Vous l'avez? Alors, vas-y. Oui. Celui-là? Oui. Oui. Alors, je vous le lis. Et vous me dites où placeriez-vous le titre « J'entends parler » du point de vue des notions au programme. Ok? Je parle. C'est parti. Art, devoir, justice, nature, science, travail, bonheur, état, langage, raison, technique, vérité, conscience, inconscient, liberté, religion, temps. Comment? Alors, à votre avis, j'entends parler, puisque c'est ça que vous devez faire. Hein? Donc, Gabin me demandait, on nous dit qu'il faut exact. Il faut tout d'abord créer un horizon où tu vas déployer ton arbre, qui est le sens des mots du sujet, selon un champ. Et ce champ comprend les notions au programme évoquées, car tu devrais faire montre que tu les as étudiées. Ok? Alors, à votre avis, ça va se placer où? J'entends parler. Je vous écoute. Oui? Le langage. Langage, certainement. Langage. D'accord? Puis, oui? La raison. La raison. Puis, oui? Comment? Non, c'est mort comme ça. Tu te perds. Tu te perds. Il faut que tu saches déterminer ton sujet. Tu ne dois pas partir dans tous les sens. Oui, my way. La conscience, d'accord?
Alors là, le travail que je suis en train de vous demander est exactement ceci. C'est-à-dire que vous le placez selon le sens que vous lui donnez. Oui. Oui, c'est déjà dit. Là, quelqu'un qui naît, qui dit j'entends parler, c'est du politique, non? Il veut parler, c'est le Parlement, c'est la politique, c'est la liberté d'expression, par exemple. La liberté, c'est la vérité. Vous voyez? Oui. C'est l'État. Si tu veux. Et le temps, c'est possible ou non? En vrai, le À, temps, c'est possible. à toi de voir. Ça, c'est une analyse de sujet. On peut le mettre dans le temps, j'entends parler aussi. Oui, mais après, il te faut le construire. Et c'est ça l'analyse du sujet, selon le sens que tu écoutes dans le mot. Oui. La justice. Par exemple, c'est-à-dire. On doit pouvoir se défendre. Ah oui, tu vois Black Power. Vous voyez l'athlète, moi j'adore. Moi je l'ai tout poli à Photoshop, je le mets dans mes maîtres. J'entends, non, c'est ça. Je combats, oui, naturellement, si. Donc vous voyez que l'art, dans le sens où l'art est une pratique de la liberté d'expression. Donc là, vous voyez, là, ceci, je le considère acquis, ce que je viens de vous montrer, car dès la prochaine fois, non, maintenant, je vous donne quelque chose, je crois raisonner. Non, pas maintenant, je n'ai pas le temps, je n'ai pas raisonné. Donc avec l'autre bismuth, moi j'ai fait une chose très simple, j'ai écrit ceci a un sens. Et j'ai demandé à toute la classe de remplacer ceci. Oui, arrête. Oui, ça c'est pas le système 1, c'est vraiment la racaille du système 1. Non, c'est le système 1. C'est le système de bas de gamme. C'est le système de bas de gamme. Alors, ceci, ça signifie quoi cet exercice? C'est un exercice que je vous donnerai à faire. C'est que, selon le sens que vous donnez au mot sens, ça peut se mettre un sujet plutôt qu'un autre. Ceci a un sens. Cette route a un sens. Ma vie a un sens. Ce mot a un sens. Donc, dans un cas, c'est direction, dans l'autre, c'est signification. Ou mon corps a 5 sens. Donc, vous voyez que chaque mot porte en soi. Alors, moi, je l'ai mis sur le site, je vous le imprimerai aussi. Ce que j'ai mis sur le site est qu'un mot, c'est comme un rayon de lumière, et vous êtes un prisme. Et à partir de ce prisme que vous êtes, ça va réfracter différents sens. Et ça va être les branches de la disserte. C'est-à-dire que vous direz, une fois que vous avez fait cette exploration en pure écoute, car le moindre préjugé que vous avez, ça va amputer la disserte. Ça va la mutiler. Tandis que, de votre part, ce qui est entendu est une intelligence de toutes les possibilités que donne le sujet. La philo, c'est le contraire absolu de, de redire le cours, de recracher le cours. Vous devez être parfaitement créatif et ouvert à tous les sens possibles d'un mot. Et, je vous promets, si seulement vous le faites, vous verrez, je vous souhaite, si vous voulez le faire, de le faire tout de suite, car ça part dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire qu'un mot est une sorte de puits où on va partout. Et donc, notre but est lequel? Est explorer les sens des mots du sujet et les combiner différemment. Selon les différentes combinaisons, ça donne des choses différentes. Par exemple, avec l'autre bismuth, on avait dit, je vais composer l'habit a tel un sens. Or,
quand on nous parle vie, une possibilité est ma vie a-t-elle une signification? Ai-je un destin? Ai-je un sens? Mais je peux aussi dire la couche biologique de la planète a-t-elle une fonction dans l'équilibre écologique de l'univers? Ça, c'est la vie a-t-elle un sens? Donc, vous voyez que le même ensemble de mots, ça peut donner deux choses complètement différentes et ça part dans tous les sens. Et c'est ici que ça part dans tous les sens. Donc, analyser le sujet signifie faire ce voyage. Si vous ne le faites pas, c'est un voyage d'écoute, d'élaboration patiente, car je vous promets, ça bouillonne. Hein. Si vous le faites, ça part dans tous les sens. Donc, ce que vous avez à faire, aurez à faire, je vous donnerai à faire, sont des exercices, tout d'abord comme ça, d'exploration par l'écoute des sens, des mots que vous vous bornez tout simplement à pratiquer, sur lesquels vous n'avez jamais réfléchi, car vous ne les avez jamais écoutés. Oui, Gabin. Si le mot philosophie a plusieurs sens à infini, vous ne pouvez pas dire que le contraire parfait de ce mot qui est infini, c'est recracher le cours. Parce qu'il ne peut pas avoir de contraire parfait vu qu'il est infini. Oui, t'es trop subtil, toi. J'adore, mais absolument, oui, vas-y, fonce. Je résiste pas. Et évidemment, je viens de proposer un horizon où il n'y a pas de contraire parfait. S'il y avait un contraire parfait, c'était mort. Ce que je disais, c'est-à-dire qu'on aurait à nouveau la contradiction. Donc, finalement, les philosophes, par exemple, ça c'est du Aristote Métaphysique, livre 3, livre 4, c'est qu'il se dit, est-ce qu'un mot peut-il avoir une infinité indéterminée de sens? La réponse est non. Il dit qu'il doit avoir forcément un nombre fini de sens, et ce nombre fini revient donc à une substantielle unité de sens, qui n'est pas une unité obligeante comme chez les mathématiques, mais qui en tout cas a une déterminité, se dit un philo, a une forme définie, comme quoi en effet elle est légitimée à exclure d'autres choses. Après, ça, c'est les limites du langage. Comment? C'est les limites du langage. Oui. Oui, donc en effet, ce qu'on veut de vous est qu'en jonglant, en dansant avec les limites du langage, vous montriez quoi donc? Votre pensée. Car la pensée est celle qui anime les formes finies du langage. Donc, il les fait se bouger différemment, et ça, c'est une pensée vivante. Car elle se meut dans une forme linguistique, elle la fait se bouger, elle la fait métamorphoser, et ça s'appelle penser, écrire, raisonner. C'est ça, vous montrez votre pensée vivante à l'œuvre, ça c'est le contraire que réfléchir vous. C'est plutôt que vous faites bouger, se mouvoir les mots en voyageant dans leurs possibilités expressives. C'est ça. C'est le fondement de la dissertation. Une fois que vous avez appris cet exercice, les paragraphes de la dissertation se présentent tout naturellement. Tout naturellement. Vous dites, dans un sens, une fois que vous avez chopé un sens, vous avez un paragraphe. Monsieur, c'est là, il est là le paragraphe. Oui. C'est par exemple un paragraphe sur par exemple le sens du mot sens, donc par exemple de direction. Un autre où c'est l'interprétation du mot sens, quelque chose comme ça. Absolument. D'accord. L'ami a-t-elle un sens signifie, est-ce que Odyssée était un con? C'est-à-dire qu'il est parti et il est retourné, fallait mieux ne pas partir. C'est-à-dire que le sens d'une vie signifie aller de A à B et finit par entrer chez A car ça rend vain le mouvement, ou plutôt le mouvement circulaire, donc en principe vain de Odyssée, a une signification. Donc tu as jonglé avec le sens direction et le sens signification, et tu as eu un beau paragraphe de dissert.
avec ce jeu. Oui. Monsieur, par exemple, on trouve sur par exemple, les animaux aussi une conscience ou un truc comme ça. Absolument. Là, quand on parle de la nature, Arrête. Mais arrêtez. Je vous fais tout un truc immense, quoi, où je vous dirige sur ce qu'il faut faire, et tu me sors la phrase, ce qu'il faut faire, et précisément, pas cela. mais je ne peux pas parler des. Par exemple. Tu peux parler absolument de tout, sinon c'est pas philo. Je peux pas parler des noms dans les Tu animaux. peux absolument, si tu racontes la fable des abeilles de Mandeville, les abeilles qui font la République des abeilles. Tu vas absolument partout et c'est ce qu'on veut. Tu racontes la factory, la ferme des animaux de Orwell, tu as les animaux qui font l'État. Non, pas question. La philo, c'est que tu vas partout. La seule chose que tu dois faire est te tenir à la rigueur de la logique et au programme que tu t'es fait. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas du théâtre comique. C'est nourrir une argumentation. Mais absolument ce qu'on veut de vous est le courage de faire vivre de façon créatrice les mots. Je suis aussi fort et formel avec vous car vous avez une prépa qui vous attend. Et là, c'est le costaud qu'il faut mettre en place. C'est ça le plus que vous avez à dégager. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on gagne. C'est-à-dire que vous avez le courage de vous mettre là-dedans et courageusement explorer les dimensions et les faire converger dans des canaux forts, logiques. Et alors, vous cartonnez. Bon, on commencera la prochaine fois. Oui, on commencera mercredi. D'accord?